Bonjour, bienvenue dans Géopolitis, avec aujourd'hui cette question: quelle justice pour les victimes des criminels de guerre? Au sommaire, la condamnation devant un tribunal allemand d'un agent des services secrets syriens. Pourquoi lui et pourquoi pas le dictateur Bachar el-Assad? Quel est le chemin parcouru depuis le jugement en Israël et l'exécution d'Adolf Eichmann en 1962, reconnu coupable d'avoir organisé la déportation de millions de Juifs? L'idée d'une justice universelle progresse, les plaintes se multiplient, on peut s'en réjouir, mais les obstacles demeurent nombreux, nous dira notre invité Philip Grant de l'organisation Trial International. C'était le 24 février dernier, les juges de la Haute Cour de Koblenz, en Allemagne, ont condamné un ancien agent des services de renseignement syriens, Eyad El-Gharib, a été reconnu coupable de complicité de crimes de guerre pour avoir conduit vers la torture des opposants au régime de Bachar el-Assad. Ce jugement s'inscrit en lettres d'or dans l'histoire de la justice universelle, commentait le journal Le Monde à l'issue de ce procès. Alors pourquoi dit-on que ce procès est historique? Comment un tribunal allemand a-t-il pu enquêter, juger, condamner un criminel de guerre syrien? Question subsidiaire, pourquoi n'existe-t-il pas un tribunal international spécial pour la Syrie, comme ceux qui ont été instaurés pour juger les crimes commis au Cambodge, au Rwanda, au Libéria ou encore dans l'ancienne Yougoslavie? Nous verrons que le principe de la compétence universelle se confronte souvent aux intérêts des États. Nous verrons que souvent, justice et diplomatie ne font pas bon ménage, surtout quand les plus grandes puissances, États-Unis, Chine, Inde, Russie, refusent toujours que leurs ressortissants puissent être jugés devant un tribunal étranger. Entre 5 000 et 13 000 personnes, hommes, femmes, des enfants aussi, ont été exécutés dans les prisons du régime syrien. Et leurs familles, souvent, n'ont même pas pu récupérer leurs dépouilles. C'est devant la Haute Cour de Koblenz, en Allemagne, qu'une partie de ces crimes a été jugée pour la première fois. Le colonel Anwar Aslan dirigeait au début de la guerre civile la sinistre prison d'Al-Khatib. Inculpé de 58 meurtres, de viols et de milliers de cas de torture, Aslan encourt la perpétuité. Le verdict du tribunal allemand est attendu pour bientôt. À ses côtés, dans le box des accusés, était assis un autre prévenu, lui aussi ex-agent de la branche 251 des services secrets syriens. Eyad El-Gharib a été condamné à 4 ans et demi de détention pour avoir séquestré et emmené vers la torture une quarantaine d'opposants au régime. C'est un signal pour les auteurs de ces crimes en Syrie et ailleurs. Ceux qui violent massivement les droits de l'homme universellement reconnus doivent s'attendre à devoir à tout moment rendre des comptes. Ici en Allemagne, une brèche s'est donc ouverte dans l'impunité des criminels de guerre syriens. D'autres jugements dans d'autres pays suivront sans doute. Au début du mois de mars, c'est à Paris qu'une plainte a été déposée pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Elle vise à identifier les coupables des attaques au gaz chimique contre plusieurs villes syriennes. Les crimes commis contre la minorité Rohingya en Birmanie font l'objet d'une plainte déposée devant un tribunal de Buenos Aires, en Argentine. L'ancien président bolivien Gonzalo Sanchez de Lozada vient d'être condamné définitivement aux États-Unis pour la répression sanglante menée dans son pays en 2003. Au nom de la justice universelle, près de 200 procédures sont actuellement ouvertes devant des juridictions nationales aux 4 coins du monde. En Belgique, en France, en Suisse, en Scandinavie, des Rwandais impliqués dans le génocide de 1994 font encore l'objet de poursuites. Le cas de Félicien Kabuga est emblématique. Kabuga présidait à l'époque la radio Mille Collines, qui appelait à l'extermination de la minorité Tutsi. Il est considéré comme un des financiers des milices génocidaires. Après 25 ans de cavale, Kabuga a été arrêté l'année dernière dans la région parisienne et la justice française a validé son transfert devant le tribunal d'Arusha, en Tanzanie. Au début, Félicien Kabuga s'était réfugié en Suisse. En 1994 déjà, il y avait été repéré par des chasseurs de criminels, mais les autorités helvétiques l'avaient laissé filer.
Il faut une volonté politique derrière, il faut des moyens donnés aux autorités de poursuite pour avancer sur ces dossiers qui sont complexes. Manque de volonté politique, manque de moyens attribués aux enquêtes. Le temps aussi est un autre obstacle, le temps qui s'écoule entre les crimes et la possibilité de les juger. Malgré les efforts des défenseurs des droits humains, trop de bourreaux restent aujourd'hui impunis. Et pour le faire savoir, le jet d'eau de Genève avait été coloré en rouge à l'initiative de notre invité aujourd'hui. Bonjour Félix Grand. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Géopolitis. Merci vous bien. avez créé et vous dirigez aujourd'hui l'association Trial International. Le rapport annuel vient de sortir. Et c'est vous aussi, cette idée de colorer le jet d'eau en rouge. Est-ce que, depuis, la situation de la justice universelle s'est améliorée? Le jet d'eau, c'était il y a 10 ans, on a un petit peu de recul. Effectivement, on voit un renouveau depuis quelques années de ce principe de compétence universelle qui permet aux États de juger des crimes commis à l'étranger alors qu'il n'y a pas forcément de lien entre le pays qui juge et le pays où les crimes ont été commis. Notre rapport annuel montre qu'il y a une progression assez significative du nombre d'affaires jugées par toute une série de juridictions. Je vous donne un petit comparatif. Il y a 4 ans, on parlait de 30 dossiers devant une douzaine de pays. Aujourd'hui, on est à 150 suspects arrêtés, détenus ou en jugement devant à peu près 18 pays. Et puis il y a eu en février dernier, justement en Allemagne, ce premier jugement, condamnation de criminels de guerre syriens. Alors, premier jugement contre un membre du régime de Bachar al-Assad. Il y a eu d'autres procédures dans d'autres pays qui ont condamné des rebelles, mais effectivement, premier jugement contre le régime de Bachar, contre un subalterne. On attend d'autres procédures et d'autres jugements contre des gens un peu plus élevés dans la hiérarchie. Il aura fallu attendre 10 ans. Bachar, lui, est toujours au pouvoir, intouchable. Pour l'instant, intouchable. En tant que chef d'État, il ne peut pas être poursuivi devant des juridictions nationales. Et il n'y a pas de tribunal international qui est capable de le juger. La Cour pénale internationale, cette cour permanente qui siège à La Haye, n'a pas la compétence. La Syrie n'a pas ratifié le statut de cette cour. Le Conseil de sécurité n'a pas renvoyé la situation. Donc Bachar n'est pas poursuivable à ce niveau-là. Et tant qu'il est chef d'État, ce n'est pas possible non plus devant des États. Mais pourquoi il n'y a pas de tribunal spécial pour la Syrie? Volonté politique des Russes et des Chinois, utilisation du veto au Conseil de sécurité, donc impossibilité de construire un nouveau tribunal. Mais je pense que Bachar, il est encore jeune, 55 ans, on a le temps de le voir venir, je pense qu'il terminera, je ne vais pas mettre ma main au feu, mais je pense qu'il terminera un jour devant un tribunal. On verra. On a parlé aussi dans le sujet tout à l'heure de Félicien Kabuga, ce Rwandais, un cas emblématique, qui était au début en Suisse, après le génocide de 1994. Pourquoi la Suisse l'a-t-elle laissé filer? Alors, en 1994, le concept de justice internationale était encore un peu flou, pas très bien encadré. La Suisse avait une relation un peu trouble avec le régime d'Abiyarimana, avait soutenu à travers la coopération internationale un régime qui s'est gentiment enfoncé dans le génocide. Évidemment, c'est une personne encombrante que les Suisses ont préféré expulser, lui ont donné l'occasion de partir encore en cavale pendant 25 ans avant qu'il soit arrêté l'année passée. Je veux dire quand même que la Suisse a été le premier État au monde, en dehors du Rwanda, à juger un génocidaire. C'était en l'an 2000. Ils ont condamné un maire qui avait participé, appelé au massacre. Nyantese, il s'appelait, il était condamné à 14 ans de prison. Donc, des actes condamnables, certes, mais aussi une volonté, à l'époque, d'essayer de rendre justice. Mais pour comprendre bien, alors il y a eu le tribunal spécial sur le Rwanda. Pourquoi Kabuga, lui, n'a pas passé devant ce tribunal-là? Le tribunal a fait son temps. Les décisionnaires, ceux qui payent en particulier, ont décidé qu'il fallait mettre un terme à l'opération. Donc il ne reste plus qu'un mécanisme résiduel qui va s'occuper du cas de Kabuga. Ce n'est pas la justice française qui va s'en occuper. Il va être transféré pour être jugé en principe à Arusha. Donc normalement, s'il est encore en vie, parce qu'il est très vieux maintenant, il devrait passer en procès quand même. Alors parlons un peu quand même de votre travail à Trial International. Comment faites-vous? Comment aidez-vous les victimes? Comment menez-vous vos enquêtes sur le terrain? Lorsque nous avons des dossiers qui nous sont amenés, qui montrent qu'il y a des suspects présents en Suisse ou dans des pays environnants, très fréquemment, nous partons sur le terrain, lorsque la situation, évidemment, sécuritaire le permet, pour enquêter. Nous faisons partie de ces rares ONG qui ont la capacité non seulement de partir sur le terrain, ramasser des informations et revenir au pays, mais au-delà de simplement, entre guillemets, publier des rapports comme le font Amnesty, Human Rights Watch, nous convertissons ce matériau en plainte, en dénonciation, que nous déposons ensuite auprès des autorités de poursuite. Aujourd'hui, juste pour vous donner un petit exemple, on a une bonne douzaine d'affaires devant les autorités de poursuite de 4 ou 5 pays.
Il y a aussi un ancien ministre gambien qui vient d'être jugé en Suisse. Alors, il a été arrêté il y a quelques années et devrait normalement passer en procès, on espère, prochainement. Et ça, effectivement, c'est suite à notre dénonciation. Un grand problème, évidemment, je suppose, c'est le temps qui s'écoule entre les crimes, le génocide Rwanda en 1994, et souvent la possibilité de juger ces crimes. Alors, c'est très compliqué, effectivement, puisque vous avez soit des suspects qui décèdent, soit des victimes ou des témoins qui vieillissent. Pour certains d'entre eux ou d'entre elles décèdent également, mais la mémoire se fait un petit peu plus floue. Le seul avantage avec le temps là-dedans, c'est le facteur imprescriptible. Ce sont des crimes qui n'ont pas une barrière à leur poursuite. Je parlais tout à l'heure de Bachar el-Assad, 55 ans. Il a encore un certain nombre d'années devant lui pour être poursuivi. Donc le temps, c'est un facteur qui peut jouer pour ou contre, mais effectivement, beaucoup de victimes perdent aussi l'espoir, perdent aussi l'énergie et la volonté d'aller de l'avant plus le temps avance. La peur aussi, parfois, de témoigner? Alors, en fonction des contextes, oui, vous avez des victimes qui se trouvent dans des pays dans lesquels les violations ont lieu, et là, c'est très compliqué. Il faut mettre en place un processus de protection. Si les victimes sont sorties du pays, voire que leurs familles au pays ne sont pas victimes de mesures de rétorsion, donc ce n'est pas toujours évident. On essaie de travailler avec des associations de terrain pour garantir cette sécurité au maximum. Et puis, est-ce que ce Covid qui nous poursuit maintenant depuis plus d'un an, ça a entravé votre travail? Alors un peu, oui, évidemment, les missions sur le terrain sont plus compliquées. Maintenant, on développe aussi des outils d'enquête qui sont des outils open source, en ligne, où on peut déjà ramasser un certain nombre d'informations extrêmement utiles. Les conflits actuels qui ont eu lieu, que ce soit en Syrie, que ce soit au Myanmar ou ailleurs, sont les conflits les plus documentés de l'histoire. Il y a des mines d'informations qui sont déjà à disposition, rien qu'en consultant des bases de données électroniques. Alors Philippe Grant, avant vous, nous avons reçu sur ce plateau à Géopolitis quelques autres chasseurs de criminels. Je vous propose d'entendre quelques-uns de leurs propos, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Volontiers. Ce que j'avais déjà appris pendant l'ex-Yougoslavie, le tribunal de l'ex-Yougoslavie, c'est qu'il y a la justice internationale seulement s'il y a la volonté politique de l'obtenir. Donc, cette volonté politique va revenir certainement, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. Parce que c'est vrai que maintenant, on se demande, mais elle est où la justice internationale? Ils sont où les droits humains, n'est-ce pas? C'est une période tragique pour le droit humanitaire. Est-ce que vous pouvez dire, ici et maintenant, que le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, est le commanditaire de cet assassinat sordide? Agnès Calamard, elle a mené l'enquête sur le meurtre de Khashoggi, demeuré impuni. Ce que je peux dire, c'est que sa responsabilité est engagée. Ce que je ne peux pas conclure, sur la base des informations que moi, auxquelles j'ai eu accès, c'est si c'est lui qui a ordonné, s'il a incité. Il y a un nombre de scénarios possibles par rapport à sa responsabilité. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est engagée. Selon la CIA, elle est engagée au plus haut niveau. Moi, sur la base de mes critères de recherche, je n'ai pas pu conclure de la même façon que la CIA, mais je n'ai aucun doute qu'il a joué un rôle, et je pense qu'il a joué un rôle très important. Est-ce que vous pensez qu'en matière d'engagement humanitaire, d'engagement pour les droits humains, la Suisse est en train de trahir certaines de ses valeurs? Mais disons, la Suisse, pour moi, reste quand même le pays de la Croix-Rouge internationale, le pays qui est capable d'être médiateur. Je constate, hélas, avec une certaine inquiétude, qu'il y a aussi des choix qui sont contradictoires avec ces valeurs. Il y a toujours cette tension entre cette vocation humanitaire, cette vocation éthique et des considérations économiques, place de travail, croissance économique. Et je crains que le balancier, maintenant, s'est déplacé très fortement vers la prééminence des intérêts économiques. Philippe Grant, est-ce que vous aussi, comme Dick Marty, vous êtes fâché parfois face à la passivité de nos autorités suisses ou de notre justice?
Alors, plus que parfois, nous dénonçons un manque de pilotage stratégique de la part du ministère public de la Confédération. Il y a une opportunité unique de rendre victime à des crimes de masse, des crimes vraiment horribles. Et je crois que la Suisse, contrairement à d'autres pays, passe souvent à côté de ces occasions-là. Par manque de perspective, par manque de pilotage stratégique, vraiment. Je vous donne l'exemple aussi des poursuites à engager contre des acteurs économiques. La Suisse, évidemment, a un réseau incroyable d'entreprises qui font du commerce avec le monde entier. Certaines en profitent dans des zones de conflit pour faire des deals commerciaux vraiment, vraiment incroyables et très lucratifs. Ce faisant, ils profitent d'une zone de flou juridique dans laquelle des crimes, notamment de pillage de ressources naturelles, peuvent être commises. Mon organisation a dénoncé une série de ces acteurs économiques, entreprises ou hommes d'affaires disposant d'un passeport à Croix-Rouge. Les autorités politiques entrent très peu en matière sur ce genre d'affaires-là. Je crois qu'il y a une perte de perspective qu'on peut aussi balayer devant notre porte et rendre justice à ces crimes-là en s'en prenant à ceux qui facilitent les crimes et les conflits. D'autant plus que nous sommes ici dans le berceau des conventions de Genève. Et il y a des dossiers aussi qui disparaissent. Hein. Il y avait eu une enquête, une procédure qui avait commencé sur le frère de l'ancien dictateur syrien, l'oncle de l'actuel. Et dossier, qu'est-il devenu ? C'est perdu ? Alors, on parle là de Rifat al-Assad, l'oncle de Bachar, qui, en 1982, était à la tête des brigades de défense chargées de reprendre la ville de Hama. On ne va pas rentrer dans les détails, mais une ville rebelle. On a toute la 10-15 000 victimes. Litanie d'atrocités, les viols, les disparitions, tortures, exécutions, tout ce que vous voulez. Rifat al-Assad se trouve en train de siroter un martini dans un hôtel 5 étoiles de la place de Genevoise. On le retrouve, le dénonce aux autorités de poursuite qui ouvrent mollement une enquête. Ensuite, plus rien. Alors face à la passivité et au manque d'initiative politique de la part des autorités, c'est l'initiative citoyenne qui prend le dessus. C'était à nous de partir sur le terrain, d'aller enquêter dans tous les pays de la région, d'aller retrouver des victimes, des insiders, des gens qui ont participé à cet assaut, pour essayer de constituer un dossier qu'on est revenu déposer devant le bureau du ministère public de la Confédération. Et puis plus rien. Ou en tout cas très peu. Ça avance vraiment très lentement. On a entendu Mme Agnès Calamard tout à l'heure aussi, à propos du meurtre de M. Khashoggi et de l'implication du prince Mohammed Ben Salman. On a le sentiment parfois qu'en termes de justice internationale, on arrive à ne s'en prendre qu'à des seconds couteaux. Alors c'est un sentiment qui reflète une partie de la réalité, mais une partie seulement. Et je crois qu'on le verra dans la suite de votre émission. La compétence universelle a permis l'arrestation et quasiment le jugement d'Augusto Pinochet, l'ancien dictateur du Chili. A permis la condamnation à la prison à vie d'Hissène Habré, l'ancien président du Tchad. Mais a permis aussi de faire arrêter des ministres, des chefs de milices, des hauts gradés de la police. Pas encore des hommes d'affaires. Ça, on y arrivera peut-être un jour. On a entendu aussi Carla Del Ponte qui, déçue et insistant sur le fait, pas de justice possible sans volonté politique. Alors ça, c'est clair. Et on le voit dans les pays qui se sont dotés de ressources suffisantes pour poursuivre les crimes de guerre, qui ont créé des unités spécialisées, on voit les résultats. Je prends la Suède, permettez-moi juste cette comparaison, un pays de taille et d'économie similaire à la nôtre, c'est 15 procureurs. 15 enquêteurs. Et des moyens, donc. Des moyens financiers aussi. Concrets pour mener une cinquantaine de procédures, rien que sur la Syrie. En Suisse, on a des petits bouts de procureurs, des pourcentages ici ou là, pas de quoi faire une vraie politique. Moi, je suis partisan d'un renforcement clair des moyens donnés à nos autorités de poursuite. Et je serais un petit peu plus optimiste que Mme Del Ponte. Je crois que la solution vient de la rencontre de ce courage des victimes qui recherchent justice, de cet engagement citoyen des ONG, mais aussi de la collaboration avec des enquêteurs, des procureurs qui ont les moyens d'aller de l'avant. Et je crois que c'est ce mélange-là qui fera qu'à l'avenir, il y aura de plus en plus de bourreaux et des bourreaux de plus en plus importants qui auront à rendre des comptes. Bon, on le souhaite avec vous, Philippe Grant. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Geopolitis. Merci de l'accueil. C'était un plaisir. Merci. La condamnation d'Hissène Habré, l'ancien président du Tchad, le jugement de l'ancien chef de la police du Guatemala devant la justice suisse sont autant de preuves que la justice universelle peut fonctionner. On se souvient aussi de l'arrestation retentissante à Londres du général Augusto Pinochet. Lui avait échappé de peu à un procès. Retour sur ces événements avec ce sujet préparé par Anne Delette. Augusto Pinochet est en convalescence derrière les murs de cette clinique chic de Londres lorsqu'il est arrêté à 83 ans. À Madrid, un juge espagnol, Baltasar Garzón, saisi par de multiples plaintes, réclame son extradition vers l'Espagne afin que l'ancien dictateur soit jugé.
Il incarne une des dictatures les plus violentes d'Amérique latine, avec son cortège d'assassinats, de tortures et de disparitions. Il doit répondre de crimes de génocide, torture et terrorisme, au nom du principe de compétence universelle. Sera-t-il jugé ? À Londres, on commence à y croire lorsque la justice britannique décide de lever l'immunité diplomatique dont bénéficiait l'ex-dictateur. Ce n'aurait jamais été possible au Chili. Notre seule chance était qu'il y ait un jugement quelque part à l'étranger. Espoir de courte durée, renvoyé au Chili par Margaret Thatcher pour raisons prétendument sanitaires, la politique a repris ses droits sur la justice. Mais au-delà de sa mort, son arrestation sonne comme un réveil pour tous les tyrans. 30 ans qu'ils attendaient ce jour. Hissène Habré vient d'être condamné. C'est la grande joie en Afrique, parce que nous envoyons là un message fort pour tous les tyrans. Hissène Habré, qualifié de Pinochet africain, président du Tchad de 1982 à 1990. 8 ans de règne et d'une terrible répression. Les opposants, réels ou supposés, sont torturés et exécutés. Les victimes se comptent par milliers. Hissène Habré, la Chambre vous condamne à la peine d'emprisonnement à perpétuité. La procédure aura duré 15 ans, chaotique, tant la colère était grande contre lui. Il est coupable de crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage et enlèvement, sur la base là aussi du principe de compétence universelle. Aujourd'hui, nous avons la preuve que l'Afrique peut juger les dictateurs africains chez eux. C'est parce qu'il avait la double nationalité suisse et guatémaltèque qu'Edwin Sperryson est arrêté durant l'été 2012 à Genève, où il vit depuis 5 ans. Edwin Sperryson est accusé d'avoir participé à l'exécution extrajudiciaire de 10 détenus au Guatemala entre 2005 et 2006, les années noires, alors qu'il était le chef de la police du pays. Il a toujours nié. Je ne vais accepter d'être condamné à une chose que je n'ai pas fait. Je ne suis pas coupable de ça. Au terme d'une bataille judiciaire acharnée, le tribunal fédéral mettra fin au suspense. Il sera condamné à 15 ans de réclusion pour complicité d'assassinat. Le procès d'Adolf Eichmann s'inscrit comme un des actes fondateurs de la justice universelle. Capturé en Argentine par un commando du Mossad, ramené en Israël dans des conditions rocambolesques, l'ancien dignitaire nazi sera condamné à mort. La télévision suisse était sur place à Jérusalem à la veille de l'ouverture de son procès le 10 avril 1961. C'est notre rubrique ce jour-là. Dans ces quartiers extérieurs, nous avons interrogé des gens de vive voix, mais sans micro et sans caméra. Nous avons appris des anecdotes sur Eichmann. En voulez-vous une ou deux? L'humour noir ne perd jamais ses droits. Eichmann, par exemple, lave chaque jour lui-même son linge et sa cellule. Le sol fait de planelles, il le nettoie rangée par rangée, suivant l'alignement des planelles. À chaque repas, on lui présente 15 plats. Il en choisit un et les 14 autres sont mangés par ses proches gardiens. De cette façon, si le cuisinier veut empoisonner Eichmann, il sera aussi responsable de la mort de 14 autres personnes. Ce bâtiment assez lourd, le Beit Ha'am, ou Maison du Peuple, est situé non loin du Knesset, siège du gouvernement. C'est le tribunal dans lequel se déroulera le procès Eichmann. Les reporters et journalistes auront dû déposer leur machine à écrire ou enregistreur 24 heures avant l'ouverture du procès. Ils ne pourront pas les ressortir aussi longtemps qu'ils reviendront assister au débat. Cette fouille n'est pas une plaisanterie, vous le comprendrez aisément. Il ne saurait être question de laisser passer le moindre objet suspect. Toutes les mesures sont prises afin qu'il soit impossible d'attenter à la vie d'Eichmann. Passons à l'intérieur. La salle est élégante et vaste. Elle contient 750 places, dont 500 au parterre. Les 5 premiers rangs seront occupés par la presse et la police israélienne. Les autres sièges par la presse étrangère. Et voici la cabine dans laquelle prendront place Eichmann et ses 2 gardes. On sait qu'elle est en verre et fut soumise à l'épreuve des balles d'une mitrailleuse. Tel un passe-muraille, Eichmann entrera et sortira par cette porte, laquelle communique directement avec sa cellule, aménagée dans le sous-sol. Il ne quittera jamais le bâtiment durant le procès. En prolongement de cette émission, n'hésitez pas à aller voir sur le site de l'association Trial International, dirigée par notre invité Philippe Grant, et aussi le manuel juridique de Trial intitulé « La lutte contre l'impunité
en droit suisse. Il y a aussi ce documentaire « Chasseurs de crimes » qui raconte le travail d'enquête mené par les équipes de Trial, une coproduction de la RTS réalisée en 2014 par Juan Lozano et Nicolas Vadimov. Enfin, produit par Pedro Almodóvar lui-même, cet autre film, Le silence des autres, le combat des victimes de la dictature franquiste, faute de pouvoir agir en Espagne, c'est devant la justice argentine qu'elles ont tenté de briser l'impunité des coupables. Y habrá que luchar otra vez para conseguir lo que hemos perdido. En esa casa se asesinaba. No es algo que mira al pasado. Estamos peleando por el futuro. Presentamos la querella hace 3 años. No podemos consentir de que esto se siga dilatando más. Es la primera vez que ante sede judicial la voz de las víctimas se va a escuchar y se escucha a 10.000 kilómetros de distancia de nuestro país, ¿no? Voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Géopolitis. Et vous rappelez aussi que toutes nos émissions sont disponibles sur YouTube, en podcast ou sur Géopolitis Play RTS. Salutations à vous qui nous suivez grâce à notre partenaire TV5 Monde. À vous toutes et tous, une belle semaine. À bientôt.